Nous avons vu comment certains Québécois d'origine française, Canadiens français, comme on nous appelait à l'époque, ont réalisé que leur séjour à Paris avait eu une influence considérable sur leur art et sur leur vie également. Il ne faut pas oublier, cependant, que pendant que nos compatriotes francophones étudiaient ou s'amusaient à Paris, il y avait aussi une forte confrérie de Québécois anglophones ou de Canadiens anglais, selon qu'ils venaient de la province du Québec ou d'autres provinces du nouveau pays créé en 1867. Il y en a trois. On aurait pu en choisir d'autres, mais il y en a trois qui ont retenu notre attention principalement. Maurice Collin, James Wilson Morris et William Bremner. On a vu comment, pour certains francophones, c'était assez difficile de se rendre à Paris. Très peu d'argent, attendaient une contribution du gouvernement pour les envoyer. Il fallait que leurs parents se cotisent ou que des mécènes comme César Côté et d'autres les aident financièrement à faire la traversée et à s'installer à Paris. La société anglophone bourgeoise de Montréal, surtout, beaucoup plus à l'aise financièrement que la bourgeoisie canadienne-française de l'époque, peut se permettre d'envoyer ses fils plus facilement. Le souci d'argent ne fait pas partie des préoccupations des trois peintres que je viens de nommer. Cela, évidemment, leur donne un avantage, c'est que dès leur arrivée en Europe, une fois installés ou inscrits dans les écoles de leur choix, ils se mettent à voyager, à découvrir très rapidement l'Europe au complet. Leur connaissance de la langue anglaise, évidemment, leur facilite les choses lorsqu'ils traversent en Angleterre, soit pour aller peindre des magnifiques paysages d'Irlande, d'Écosse, ou encore visiter des grands musées, des grandes galeries de Londres. Et, évidemment, ils s'approchent beaucoup plus rapidement de l'art qui se fait, l'art actif à Paris à ce moment-là, et leur façon de voir les choses se mue rapidement, beaucoup plus rapidement que chez leurs collègues canadiens-français. Par exemple, Maurice Collin, c'est un habitant, un natif de Terre-Neuve, mais il s'installe au Québec assez tôt avec sa famille. C'est un des grands représentants du paysage canadien. Dans les années 1900, sa peinture est encore de formation académique, mais il est ouvert sur toutes sortes d'avenues. Lui, il aime toutes les techniques. Il aime l'aquarelle, il aime le pastel, les œuvres sur papier, il fait de la peinture. Et, à partir de son premier voyage à Paris, en 1884, de 84 à 89, il découvre, sous l'influence des premières tentatives des fauves et des nabis, ceux qui voulaient imposer des couleurs fortes, des couleurs qui normalement n'étaient pas associées ensemble pour donner du punch, aller plus loin dans la peinture. Collin découvre ça et s'y adapte assez facilement. C'est toujours l'abbé Chabert, c'est toujours le même, et son école à Montréal qui a formé ces artistes-là. Donc, installé à Paris, comme tous les autres, il fait des choix multiples dans ses études. S'inscrit à l'école des Beaux-Arts, fréquente les académies Julian et Colarossi, et fait surtout la connaissance de ses deux compères, James Wilson Morris et William Bremner. Venant d'une communauté tissée serrée à Paris, les peintres du Canada anglais d'origine québécoise, il se met à voyager à travers l'Europe et, tout à coup, son art de type académique, mais quand même un art académique resplendissant, s'étiole à la connaissance de l'impressionnisme et de l'école de Barbizon.
Et là, en l'espace de 5-6 ans, sa manière, à lui, change profondément. Il devient donc un peintre très très près de l'impressionnisme français principalement. Il revient au Québec, hein, ces artistes-là, vous comprenez, qui partent et reviennent sans cesse. Il retourne en Europe en 1995, jusqu'en 1902-1905, et se promène en Hollande, en Afrique du Nord, en Tunisie, Algérie, en Angleterre, et découvre, à travers les œuvres de Delacroix, cette grande lumière de la Méditerranée du Sud qu'on ne retrouve pas du côté nord de la Méditerranée et qui va le surprendre et l'envahir pendant des années. Revenu au Québec, reconnu à ce moment-là, on l'engage comme peintre de guerre en 1914-1918, comme beaucoup d'autres peintres de cette époque gagneront leur vie, d'ailleurs, pendant cet intermède épouvantable de 4 ans. Et après l'épisode de la guerre, comprend qu'en définitive, la peinture se fait dehors. L'artiste doit aller se promener, peindre sur le motif et découvrir à travers les différentes heures de la journée l'interprétation, la reproduction de l'espace et des images qu'il a devant lui. Alors on est vraiment, vraiment dans l'esprit d'un peintre impressionniste. Sa peinture, d'ailleurs, reflètera son côté globe-trotteur. Autant ses paysages de Venise que ses paysages du Québec, que ses paysages des Rocheuses, parce qu'entre-temps, il a le temps d'aller visiter les Rocheuses. Nous avons affaire à un artiste complet, dont les études et les voyages internationaux lui ont permis d'avoir une vision vraiment globale de ce qu'il faisait, et il l'a heureusement appliqué à son art. Il a exposé à Paris partout durant ces années, et revenant à Montréal, comprenant que l'enseignement qu'on y fait est trop restreint, ne permet pas aux étudiants du Québec de se développer comme lui le voudrait. Il s'installe comme professeur à l'Art Association de Montréal de 1891 à 1920. Donc pendant 30 ans, il va former des générations de jeunes peintres qui, grâce à son enseignement, auront des horizons beaucoup plus élargis que leurs prédécesseurs.